Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial qui reçoit pour vous le professeur Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un habitué de ce plateau spécial. Et aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de Emmanuel Macron, le président français qui venait de séjourner pour une visite officielle en République démocratique du Congo. Beaucoup d'activités entreprises par le chef de l'État français et nous allons parler bien sûr de son séjour ici avec le professeur Mbata. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Macron à Kinshasa, vous attendez à ça? Bon, je m'attendais à la venue du président Macron, mais disons d'abord que parlant du président de la République française, j'ai moi-même quelques bonnes relations et quelques mauvaises relations avec la France. D'abord les bonnes. Bon, les bonnes, je commence par les mauvaises. C'est-à-dire les amis français, une fois j'étais admis, j'étais inscrit au DS à l'université de Reims et de Bordeaux, mais ils m'avaient refusé le visa. Ça, c'était les mauvaises informations, les mauvaises nouvelles. Mais du côté positif, c'est qu'il s'est trouvé qu'au fil des années, et bien qu'il m'ait refusé le visa pour faire le DS en France, après je me suis retrouvé professeur à l'université, professeur invité à l'université de Paris 13, la ville tanneuse, et puis également professeur invité à l'université de Paris Sud. Ce qui fait que j'ai quand même quelques bonnes relations avec la France, en dehors du fait que j'aime le vin français. Et Macron, le président français, le président français Emmanuel Macron à Kinshasa, et avec beaucoup d'activités entreprises, le bilan? Bon, le bilan, de mon côté, moi je ne le trouve pas. Je veux dire quelle est l'appréciation en fait des Congolais de cette visite du président Emmanuel Macron. Je vous en prie. Il arrive d'abord dans notre pays, c'est le résultat de la diplomatie et d'une diplomatie agissante menée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement. Vous savez, le pape est passé par ici, le roi des Belges, et plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont passés par ici. Et Macron est venu en fait dans cette perspective-là. Il est arrivé dans notre pays. Je dois dire que c'était une visite historique. Historique parce que je crois que c'est la première visite d'un président français depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé aux affaires dans notre pays. Mais c'est aussi sous un autre angle, une visite historique. C'est la première fois qu'un président français arrive de nuit pour une visite officielle. Il arrive vers 23h, vers minuit, pendant que tout le monde s'endort. Et il repart également vers minuit. Je crois que de mémoire de journaliste... J'ai jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vécu ça depuis l'indépendance? Oui, il y a les présidents français, vous allez continuer, professeur. Oui. Il y a François Mitterrand est arrivé ici pendant le jour. Oui. On était encore jeunes. Il y a Nicolas Sarkozy qui est arrivé pendant le jour. François Hollande est arrivé pendant le jour. Mais curieusement, Emmanuel Macron arrive le jour pendant la nuit et il repart pendant la nuit. Pourquoi? C'est pourquoi je vous disais avant de répondre à la question, c'était aussi sous ce point de vue-là une visite historique. Oui. De mémoire des journalistes. Depuis que les chefs d'État et de gouvernement visitent notre pays, combien sont arrivés de nuit à minuit et sont repartis à 1h, 2h du matin? Il fallait être Macron pour le faire. Pourquoi a-t-il choisi la nuit? Bon, il a choisi la nuit parce que peut-être il avait peur de trop de lumière. Il avait peur de trop de lumière. De trop de lumière la journée, il a fallu un peu se cacher. Mais pourquoi vous passez par la métaphore pour dire la vérité, professeur? Mais quand on arrive de nuit, on aime les ténèbres. C'est-à-dire le discours, quelqu'un, nous sommes dans la culture africaine, oui, qui n'est pas la culture française, évidemment. Un visiteur qui arrive la nuit et qui repart la nuit, c'est quand même, ça dit beaucoup de choses. C'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. C'est que quelque chose n'allait pas bien. Il se reprochait certaines choses. Il est arrivé de nuit. Ben, passons cela, il est arrivé quand même. Il est arrivé, il a été reçu par le président de la République. Au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation. Il a fait un discours devant, ils ont eu à partager une conférence de presse. D'abord, le tête-à-tête. Le tête-à-tête. Ils n'étaient qu'à deux, sans témoin. Vous imaginez quoi, ce qu'ils se sont dit à deux d'abord avant la conférence de presse? Bon, à deux, ils se sont dit des choses directement. C'est-à-dire, à deux, il y avait moins de diplomatie. Le président Félix Antoine Tshisekedi, fidèle à lui-même, il lui a dit sûrement et sans embâche ce qu'il pensait de la politique française. Certaines vérités. Des vérités, il lui a dites.
sans caméra, sans quoi que ce soit. Et Macron aussi doit avoir dit ses vérités au président de la République. Évidemment, entre le tête-à-tête et la conférence de presse, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est là que certains chefs d'État ou même certaines personnalités ont tendance à cacher ce qu'ils se sont dit en tête-à-tête. Et heureusement, grâce à une presse perspicace, on a vu les interventions des journalistes congolais. Quand ils ont posé des questions. Quand ils ont posé des questions. Il n'y avait pas de sujet tabou. Il n'y avait pas de sujet tabou et vous-même vous commentiez. Oui, j'étais là. J'ai beaucoup apprécié, je vous ai félicité parce que Merci. ce langage franc-là, les Français ou les Occidentaux ne l'attendent pas souvent des Africains. C'est une autre période, une autre époque. Et j'ai beaucoup apprécié ces questions franches posées directement au président de la République française qui voulait utiliser des métaphores. Est-ce qu'il avait répondu aussi clairement aux questions posées? Disons d'abord une chose, moi je n'étais pas le peuple congolais. Je pouvais peut-être commencer par là. Oui. C'est qu'ici c'est l'intellectuel qui parle. Oui. C'est l'universitaire. Je n'engage pas l'Assemblée nationale, je n'engage pas le Parlement de mon pays, je n'engage aucune institution. Mais on connaît votre franc-parler. On connaît les Français aussi le savent. Oui. Le savent, ceux qui ont été mes étudiants à l'université de Paris 13 le savent. Ceux qui ont été mes étudiants pendant le séminaire à l'université de Paris Sud le savent. On ne met pas de gants quand il faut dire des vérités. Le président Macron, on attendait de lui plusieurs choses. Notre peuple attendait de lui certaines choses. Comme quoi? Notamment la condamnation du Rwanda. Il n'a pas fait. De l'agression rwandaise. Il n'a pas parlé de ça. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il ne l'a pas fait parce que justement, la France de Macron soutient le régime rwandais. Je l'ai suivi du début à la fin. Il soutient le Rwanda. Et il l'a démontré. Il soutient le Rwanda au Conseil de sécurité et partout. Et il soutient le Rwanda. Il n'a pas pu changer. Il soutient le Rwanda. Il savait que ce discours-là ne passait pas de jour devant le public congolais. Il est venu de nuit. Il est reparti également de nuit. Et il savait pertinemment bien, les services secrets français, la DGC et les autres, savaient pertinemment bien que le président Macron n'était pas le bienvenu au Congo sur ce point-là. Il soutient le Rwanda au Conseil de sécurité. Au niveau dans le cas de la francophonie, il soutient le Rwanda et je crois que les journalistes ont posé des questions. Il n'y a aucune explication donnée au monde que Madame Chikwago, rwandaise, le Rwanda a une langue officielle, c'est l'anglais, oui. Et que la France joue de toutes les mains, de tous les pieds, pour que Mme Chikwago soit secrétaire générale de la francophonie. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Et ça, c'est la France. Je crois que nous avions partagé une émission avec vous dans le passé, oui, où je disais clairement que la prochaine révision constitutionnelle, on peut parler de plusieurs points. Mais l'article premier qui dit que le français est une langue française, vraiment, cet article-là devra sauter. On ne peut pas continuer à donner sur des piédestals à la France, au français la langue officielle, en mettant les langues nationales sur un niveau plus bas que le français. Non. Lorsqu'on révisera cette constitution, moi, et je ne suis pas le seul. Est-ce que vous croyez que vous serez entendu? Je serai entendu. Je serai entendu. Il n'y aura plus que le français, la langue officielle. Pour maintenant prendre quelle langue? Non, mais nous allons ajouter d'autres. Même le Kikongo devient aussi la langue officielle. Ok. Le Swahili devient aussi une langue officielle. On veut migrer vers l'anglais? L'anglais aussi va entrer. Pourquoi pas? Si pour être secrétaire général de la francophonie, je dois parler l'anglais, où est le problème? Parce que la dame, la secrétaire générale, l'a fait aujourd'hui. Oui. Donc oui, ça ne sert à rien. Même le Gabon, regarde même le Gabon. Le Gabon est entré dans le Commonwealth. Okay. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer? Il y aura sûrement... Je ne suis pas contre les Jeux de la francophonie. Ils viennent, ce sera au mois de juin. Mais qu'on soit clair, cette francophonie-là, qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous amène? C'est nous qui contribuons beaucoup plus sur... Nous contribuons beaucoup plus. Oui. Et il y a aussi un certain relais colonialiste. Hein? Une langue étrangère que nous l'avions dit la fois passée. Nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes. Mais jusqu'à quand allons-nous donner à une langue étrangère, la langue de la colonisation, le français, jusqu'à quand allons-nous réserver à cette langue étrangère un statut, lui donner un statut supérieur à nos langues nationales? Sinon, on n'est pas nationaliste. Les Algériens ne l'ont pas fait. Ils ont été aussi colonisés par la France. Les Marocains ne l'ont pas fait.
Ce n'est pas pour cela qu'ils n'ont pas de bonnes relations avec la France. La Tunisie, les pays arabes l'ont fait. Ils n'ont pas le français comme langue officielle, avec l'arabe comme une langue inférieure, les langues nationales sont. L'officiel national. C'est comme pour dire le national est inférieur à l'officiel, mais ça c'est totalement inacceptable. Et je crois donc sur le plan de la francophonie, le français, mais la langue française n'est plus la langue que vous utilisez pour défendre les valeurs. Le français sert maintenant à défendre les dictatures, l'injustice. Le français devient la langue de l'injustice. La langue pour défendre les antivaleurs. On va y arriver. Il peut vous parler des élections ici, mais il ne peut pas parler des élections au Rwanda, à Kigali. Il peut parler des mandats de la transition, mais il ne peut pas en parler à Kigali. Revenons, professeur, revenons sur... beaucoup de choses. Revenons sur la conférence de presse qu'a tenue le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue français, M. Emmanuel Macron. Comment vous aviez trouvé cette interaction entre les deux, publiquement comme ça, comme s'il y avait un désaccord, pas comme s'il y avait un désaccord entre les deux. Comment diplomatiquement, comment on peut gérer ça? Non, mais j'ai beaucoup apprécié. Et le peuple congolais a apprécié. Vous avez un président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne se cache pas, qui doit réagir. Et réagir, et il l'a fait. Et il fallait être Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réagir de la sorte devant le président de la France. Parce que vous savez, c'est la France qui faisait des rois, qui faisait des présidents de la République. Il fallait être lui. Et il l'a bien fait dans le meilleur terme. Et là, le président français qui vous disait au nom de la vérité et tout ça, mais il a menti pratiquement. Je n'utilise pas les mots, mais il n'a pas dit la vérité. C'est Le Drian. Lorsqu'on parle de le compromis à l'africaine, lui veut évoquer les journalistes. Les journalistes ne représentent pas la France. Mais quand on lui parle de Le Drian, son ministre à lui, vous avez vu comment il a esquivé la question. Il n'a pas dit la vérité. Il a été coincé. Il a été coincé. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Non, on n'a pas peur de ça. Quelles conséquences? C'est-à-dire, c'est une nouvelle génération d'Africains. Nous devons sortir de ce cadre-là, où l'Africain, le Congolais ou le Sénégalais au Burkina, face aux Français, il se sent comme un inférieur, comme un élève qui doit recevoir des leçons. C'est médiéval cette conception-là? Non, c'est passé, c'est dépassé. C'est la raison pour laquelle la France s'est rendue compte, et quand j'ai dit la France, j'ai dit les dirigeants français, notamment Emmanuel Macron, quand il dit c'est fini cette histoire de France-Afrique. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une nouvelle donne au niveau des Africains. Quand on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina Faso, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire et consorts, la France se rend maintenant compte que cette France-Afrique, ça ne vaut pas la peine. Il faut travailler en étroite collaboration, en partenariat gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas suffisant. Le fait de dire que c'est fini la France-Afrique, ce n'est pas suffisant. Parce que dans le fait, comment se comportent les dirigeants français? Ce n'est pas le mot, ce sont les gestes. C'est ce que le président Tshisekedi a dit. Oui, ce n'est pas parti. Quand tu arrives dans un pays incapable de présenter des excuses, et ça aussi c'est un peu de la culture française, une certaine arrogance. C'est l'orgueil? C'est l'orgueil. L'Américain aurait présenté des excuses pour son combat. Mais le Français, non, il ne présente pas des excuses. Il vient pratiquement vous narguer. Et dans les faits, il se comporte en donneur de leçons. Vous n'avez pas réussi à rétablir votre souveraineté, tout en sachant bien que ce sont les pays occidentaux. Et c'est la France qui a également joué un rôle pour qu'on ne puisse assumer notre totale souveraineté. Il le sait très bien, mais il vient narguer disant « vous n'avez pas réussi à faire ceci, vous n'avez pas réussi à faire cela ». Évidemment, d'une façon sur le plan intellectuel, nous reconnaissons que dans toute crise, il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Oui. Nous l'admettons. Nous avons nos responsabilités. Mais dire que la France n'a pas de sa responsabilité, mais c'est inacceptable. Et puis regardez même, bon, vous n'allez pas me dire, ce n'est pas parce que j'enseigne dans une université anglophone en Afrique du Sud. Mais quand on parle même de l'aide au développement, je n'arrive pas au forum économique. Il y a eu également le forum économique. À l'hôtel Pullman. À l'hôtel Pullman. Vous n'êtes pas allé? Je ne suis pas allé, je ne pouvais pas aller. On va y revenir. Allez-y, oui. Allez-y. Donc, est-ce que vous connaissez, monsieur le directeur, l'aide au développement? J'ai amené 50 investisseurs, 100 investisseurs
Quel est le pays que la France, le pays africain que la France a développé sur ce continent? Vous pouvez me donner, non? Regardez les pays francophones. Comparez les pays francophones et les pays anglophones. Donnez-moi, parce que vous amenez 100 investisseurs, chefs d'entreprise. En quoi faisons? 1000, 2000 associations. Combien de pays africains de l'Afrique francophone que la France a que la France a aidé à développer? Dites-le moi. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on vous amène 100 entrepreneurs, 100 chefs d'entreprise qui vont faire ces... Mais c'est depuis l'indépendance. Allez du Caire, à Libreville, à Brazzaville. Quel est ce pays francophone de l'Afrique francophone dans lequel il y a eu des investissements massifs qui ont permis le décollage de ces pays-là? Au contraire, lorsque vous faites la comparaison entre les pays francophones et les pays anglophones, vous allez vous rendre compte comment les pays de l'Afrique francophone, en dehors de la langue, verbiage inutile, en dehors de la langue, quel est ce pays de l'Afrique francophone que la France a permis de développer sur ce continent? Comparez, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas le Nigeria. Et ça, vous allez dire que ce n'est pas une responsabilité française. Et en fait, ces entreprises françaises, je ne veux pas les citer, qui viennent, mais c'est en fait pour exploiter. Et même aussi, monsieur le directeur, gagnant-gagnant. Mais on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y en a qui gagnent plus que les autres. Ils gagnent plus que nous. Gagnant-gagnant. Et en fait, on se retrouve là bien dans la figure de l'économiste, évoqué par l'économiste Samir Amin. Samir Amin a écrit un livre très important, ou du moins sa théorie se résume dans ce qu'on appelait la théorie du centre et de la périphérie. Le centre et la périphérie. L'Europe, y compris la France, continue à se considérer comme le centre du monde. Et la périphérie, c'est? Et la périphérie, c'est nous. L'Afrique. C'est l'Afrique, y compris la RDC. Et le développement du centre, la Belgique, la France, l'Occident, est fondé sur le sous-développement de la périphérie. Donc, ils viennent exploiter des matières premières pour développer la métropole. On les appelait d'ailleurs métropole. Et la périphérie se meurt. Nous sommes la périphérie se meurt. On va vous dire, vous n'avez pas été capable de nourrir vos populations, tout en sachant qu'on vient exploiter vos matières premières. Maintenant, il y a des minerais stratégiques et ils viennent les prendre. Pourquoi? Pour un meilleur développement du centre. Et on est toujours dans cette ligne-là du centre, de la périphérie. Et c'est pourquoi Samir Amin évoqué, il préconisait la déconnexion. Parce que nous restons connectés au monde occidental comme étant une périphérie. Ils viennent nous exploiter pour leur développement. Il faut, d'une certaine façon, d'une certaine manière, il faut une déconnexion. Donc, le gagnant-gagnant, nous voulons bien, mais à ce stade, nous sommes les plus perdants. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, quand la France vient ici, c'est d'abord pour ses intérêts. Et là, on a évoqué la fois passée. N'allons pas chercher ailleurs, même les citations. Non. Mais inspirons-nous du père de la France libre, le général de Gaulle. C'est lui le premier président de la Ve République. Le premier président, c'est lui le père de la France libre, le général de Gaulle. Il disait clairement, ne venez pas nous dire aujourd'hui, après de Gaulle, nous sommes des amis, tout ça, non. Mais de Gaulle était clair. Les États n'ont pas d'amis. Oui, il n'y a que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Oui. Monsieur Macron n'est pas venu ici pour notre amitié. Non. Tout sauf ça. Non, tout sauf ça, c'est de Gaulle. Il a dit. L'un de ses présidents qui l'a dit. Premier président de la Ve République. Oui, c'est de Gaulle, un Français, un président français qui vous dit les États n'ont pas d'amis. La France, les États, la France est un État. La France n'a pas une RDC amie. Elle n'a que des intérêts à RDC. Il est venu pour des intérêts français. Et quand il soutient le Rwanda, c'est pour les intérêts français, les intérêts de Total, les intérêts de telle autre société. C'est pourquoi d'ailleurs, l'avion du président, en plus de l'avion de l'Airbus du président français, mais vous avez les hommes d'affaires qui ont leur avion, qui l'accompagnent. Ça, c'est pour les intérêts de la France. Donc voilà, il est venu ici, non pas surtout pour nos beaux yeux. Il est venu ici pour les intérêts français. La France a des problèmes en Afrique de l'Ouest. Il y a le Mali, il y a le Niger, le Burkina Faso, l'uranium qui était exploité au Niger. Ils n'ont plus accès à l'uranium. Nous avons énormément d'uranium. Nous avons le lithium. Mais c'est suffisant.
C'est suffisant pour que nous puissions intéresser la France et la France peut venir. Mais alors, vous allez faire le business, monsieur Macron. Vous allez faire le business chez nous. Vous nous amenez 500 entrepreneurs tout en sachant que notre pays est agressé par le Rwanda que vous nous soutenez. Mais vous voulez vous moquer de qui? Comment vous allez faire les affaires? J'aurais bien voulu alors que ces hommes d'affaires-là, on les amène à Goma. On les amène à Bunagana. Ce serait une meilleure chose. Pour voir comment les réalités qui prévalent sur le terrain. Les réalités qui prévalent sur le terrain. Que les entreprises, nous devons rester un pays ouvert à tout le monde, ouvert à la France. Mais j'aurais souhaité, comme intellectuel, que ces nombreux entrepreneurs qui ont accompagné le président Macron, qu'ils aillent s'installer à l'est du pays. Ça ferait une bonne chose. Qu'ils s'installent là où la France continue à soutenir le Rwanda à travers ses marionnettes du M23. Là, il n'a pas dit un mot. Ça, c'était vraiment un outrage au peuple congolais. C'est un voyage inutile? Bon, c'est un pour moi personnellement, et je parle à titre personnel, ce n'est pas... En quoi était cet intérêt-là? Mais du moins, il y a quand même certains aspects positifs. Ah, ça c'est intéressant. C'est que ça nous a permis... Comme quoi, par exemple? Il a pu entendre ce que le président de la République lui a dit. OK. En tête à tête. Parce que s'il était à Paris au téléphone, ça sonnait mal. Il a pu face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entendre ce que les Congolais pensent. Et devant les caméras. Et devant les caméras. Et devant la presse congolaise, que je félicite. Merci. Au lieu qu'on l'appelle au téléphone, au lieu que ce soit sur les réseaux sociaux, il a pu entendre des Congolais eux-mêmes ce qu'ils pensent de la politique française. Les discours du président Tshisekedi étaient chaque fois interrompus par un tonnerre d'applaudissements. Mais c'était tout à fait normal. Le président Félix Tshisekedi, il traduit les aspirations de son peuple. Ce n'est pas un président de la République qui se présente devant vous comme votre élève. Non. Pas des donneurs de leçons. Non, pas des donneurs de leçons. Au contraire, la France doit avoir reçu des leçons d'ici. Quelles leçons? C'est-à-dire votre politique étrangère n'est pas ce qu'elle devait être. Une politique étrangère qui ne défend pas des valeurs. C'est quoi ça? Il faut revoir. Oui, la France des droits de l'homme, on vous a appris après la Révolution française de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, toute cette France-là qui défend la solidarité, l'égalité, la fraternité. Oui. Cette France a disparu. Elle a disparu. Lorsque vous défendez l'indéfendable, quelle est cette justification à soutenir? Ça n'a pas de sens. Mais ça, l'unique sens, ce sont les intérêts. Bon, il devait se dédouaner, la France devait se dédouaner vis-à-vis du président Kagame, du génocide. Ils se sont sentis responsables. Ils doivent se dédouaner, tout donner à Kagame. Mais tout donner à Kagame au sacrifice, la francophonie. Au sacrifice des Congolais, professeur. Tout au sacrifice des Congolais. Mais c'est pas normal. Oui, et c'est ce on lui a dit. Et on a toujours posé la question, nous-mêmes, qu'est-ce que la France peut recevoir du Rwanda qu'elle ne peut pas recevoir de la RDC en plein jour? Hein? Ne venez pas de nuit, parce que nous avons des choses à offrir la journée. Hein? Nous n'allons pas vous donner des choses la nuit. Qu'est-ce qu'il peut recevoir plus du Rwanda? Peut-être qu'il avait peur de traverser la Tchangou pendant le jour. Non, mais il était gardé. Nous devons le protéger. Nous sommes un peuple hospitalier. Quel que soit le mal qu'on nous fait, quel que soit ce que Kagame nous fait, nous restons un peuple hospitalier. C'est pourquoi, lorsqu'on évoque ces questions de la haine des autres, des étrangers, ça ne nous touche pas. La stigmatisation. La xénophobie, ça n'existe pas chez nous. Les autres, ils sont là, ils sont pays. Les Rwandais sont dans ce pays. Et c'est la coule douce, comme tout le monde. Mais de toutes les alors, façons... il était bien gardé. Nos services de sécurité allaient le protéger. Il était bien protégé par les services français qui avaient débarqué dans le pays plusieurs mois avant pour s'assurer de sa sécurité. Qui avait déjà l'atmosphère. L'atmosphère était là, nous allions le sécuriser et tout ça. Non. Mais je croyais que la France a raté une occasion de se faire pardonner du peuple congolais. C'est tard? C'est tard? Non, ce n'est jamais tard. Mais du moins, l'histoire retiendra ceci. Que sous cette présidence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord du président Macron, OK. La politique française, vous voyez comment la France a perdu. C'est sous sa présidence. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu beaucoup de plateaux. Après son séjour à Kinshasa, beaucoup de plateaux au niveau des médias français. Mais pratiquement, il y a une unanimité qui s'est dégagée autour de ce voyage. Tout le monde n'a pas vraiment apprécié le comportement de Macron. Non, mais on n'a pas apprécié. Et puis la France, même quand on parle de démocratie,
Mais la présidence a une présidence impériale. En fait, lorsque vous voyez le président Macron, mais c'est un peu du Napoléon Bonaparte. Oh. Mais le président français, c'est un empereur, en fait. Et il y a certains auteurs français qui ont écrit un livre sur la présidence. On dit que la France a une présidence impériale. Le président décide un peu de tout. Vous connaissez le Premier ministre français? Vous êtes un grand journaliste. Rares sont les fois qu'il s'exprime. Combien de fois vous avez entendu parler le Premier ministre de la France? Combien de gens le connaissent? Mais pour beaucoup de compatriotes. C'est une dame qui est là maintenant aujourd'hui. Oui, dame ou pas. On dirait qu'il n'y a pas de gouvernement. Il décide. Il est omniprésent. C'est une présidence impériale. Et ça affecte l'individu. Quand il vient chez vous, il se comporte un peu comme s'il était dans un empire. Ça affecte le moral. Et parlant au chef d'État, je me réjouis que ce truc de sommet France-Afrique, qu'on mette fin à ceci un peu quand même, non? Cette messe-là. Non. Vous avez tous les présidents français à Paris autour d'un président français. Non, tous les présidents africains. Tous les présidents comme des élèves. Et parfois, dans le temps, quand vous n'y allez pas, on vous sanctionne. C'est terminé ça. La donne n'est plus la même. C'est terminé et merci au président Félix Tshisekedi d'avoir démontré un peu cette dignité-là d'être un chef d'État. Dans le passé, on ne se serait pas attendu à des choses ça nous a manqué? Bon, ça nous a manqué sur la présidence antérieure. Ça nous a manqué. Mais avec ce président, on retrouve la dignité qui est la nôtre. C'est-à-dire être capable de dire des choses. Mais en fait, monsieur le directeur, nous sommes un grand pays, quel que soit ce qui arrive. Et en revenant sur le cas de l'agression rwandaise, nous allons le cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a eu cessez-le-feu? Oui, mais c'est ça justement, je vais vous poser justement cette question. Macron a dit que le 7, il y a cessez-le-feu. Hein, le M23 va déposer les armes et va se retirer des territoires occupés. Où en est-on? Nous sommes le 8 aujourd'hui. Bon, on peut lui poser la question. Il n'y a rien. Tout ça, c'est du bluff. Les Congolais ne doivent pas se limiter à ça. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Personne d'autre ne libérera les Congolais. Personne d'autre. C'est nous-mêmes d'abord, avec évidemment le concours de ceux qui nous soutiennent. Nous ne devons pas trop... On ne peut pas trop attendre de l'extérieur. En tout cas, pas trop de la France. Non. Parce qu'ils sont là-bas. Ils ne peuvent pas le permettre. La liberté, le développement de l'Afrique dans ce que je vous ai présenté comme la théorie du centre des périphéries de Samir Amin. Oui. Mais le développement de l'Afrique fait mal à l'Europe, fait mal à la France. C'est ça le problème. Et puis il vient s'ingérer dans un débat. Est-ce que nous prenons conscience de cette réalité, professeur, nous, Africains et nous, Congolais? Bon, progressivement. Les Maliens sont en train de prendre conscience. En Afrique de l'Ouest, ils sont en train de prendre conscience de la stature du président de la République. Ah, nous ne sommes plus des enfants qui vous venez donner des leçons. Et puis, quelles leçons vous avez à nous donner? Quelles leçons vous avez à nous donner? Sur le plan de la démocratie? Sur le plan des élections? Sur quoi que ce soit? Vous allez dire, par exemple, non, après avoir nié, et c'était un mensonge officiellement solennel même, et vous allez dire, non, il faut des élections. Si nous voulons des élections, c'est parce que depuis l'indépendance, nous avons voulu que ce pays soit une république démocratique du Congo. Mais la réponse... Nous ne faisons pas les élections pour eux, c'est d'abord pour nous-mêmes. Nous sommes résolus depuis le 30 juin 1960 que ce pays doit être une république démocratique. Nous ne faisons pas la démocratie pour la France, pour les Américains ou pour qui que ce soit, mais pour nous-mêmes et pour notre peuple. Et vous allez nous dire, nous avons choisi, dans le cas actuel, que la CENI nous organise des élections, la Commission électorale nationale indépendante. Mais en France, il n'y a pas de CENI. Il n'y a pas de Commission électorale nationale indépendante. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc c'est le gouvernement. Et puis vous allez dire, non, il faudra qu'il y ait des observateurs étrangers et tout ça. Combien d'Africains sont allés observer les élections françaises? Combien de Congolais? Combien de Congolais sont allés observer les élections en France? Oh, il faut qu'il y ait des chefs religieux. Ah, très bien. Combien de fois l'archevêque de Paris? Le cardinal archevêque de Paris, s'il vous plaît, a essayé de s'interférer dans les élections françaises. Vous êtes de la presse. Là, c'est le principe de la laïcité. Et ce principe, c'est un principe cher de la République.
Mais vous allez nous dire qu'il faut des observateurs. Comme chez nous aussi. Chez nous aussi, c'est l'article premier. Oui. La RDC, dans ses frontières, au temps de 1960, un État indépendant, ceci, cela, est laïque. Laïque, oui. Nous sommes laïcs comme en France. Combien de fois les autorités musulmanes à Paris ont interféré dans les élections en France? Combien de fois le cardinal archevêque de Paris est intervenu dans les élections en France? Et la France, c'est un pays, il y a beaucoup de catholiques, il y a beaucoup de musulmans aussi. Non, ne venez pas nous raconter des choses comme pour nous donner des leçons. Non. Et surtout quand on a vécu un peu, on connaît l'histoire de la France. Certains d'entre vous, nous-mêmes, on est même plus âgés que le président français. Là, mais c'est le président de la République. Donc, cette période-là de donner des leçons, c'est révolu. C'est présenté à maître, c'est révolu. C'est révolu, je suis heureux de le dire ici. Quand j'ai donné des séminaires à l'Université de Paris 13 et de Paris Sud, j'étais moi-même satisfait de le dire, me trouvant à Paris même. Vous étiez entendu? Mais j'étais entendu et je savais le dire. Et j'aurais voulu que des émissions comme ça, on les passe en France. Oui, restons un peu avec, dans ce chapitre des élections. Regardons les décors tels qu'il est planté aujourd'hui, professeur. On est en pleine période d'identification des électeurs, d'enrôlement et d'identification des électeurs, mais il y a une partie du territoire national qui est sous contrôle. Devrons-nous aller aux élections avec ce décor? Mais nous avons dit, nous ne sommes pas du glissement. C'est le régime qui aimait le glissement. Nous sommes des démocrates. Des personnalités comme moi, j'ai passé à un parti dit Union pour la démocratie. Nous avons dit, par tous les moyens, nous devons aller aux élections. C'est pourquoi, lorsque on nous accusait d'aller trop vite, mais c'était pour eux, nous voulions mettre en place une CENI qui nous organise les élections. Et notre volonté est d'aller aux élections en décembre 2023. Qu'est-ce que vous parlez de l'Est? Oui. Mais M. Macron, il suffit qu'il dise à son ami Kagame, qu'il dise à leur marionnette du M23, retirez-vous de Bunagana. Retirez-vous dans une semaine, nous avons fini avec l'enrôlement. Ou dans 3 semaines, nous aurons fini avec l'enrôlement. Qu'il quitte, et nous, on ne parle même pas, il vous parle de cessez-le-feu, le 7. Mais le peuple congolais n'attend pas un cessez-le-feu. Vous n'allez pas entrer dans la maison d'autrui. Vous avez déjà pris son salon et vous dites cessez-le-feu. Donc vous restez dans votre chambre à coucher, ne venez même pas dans votre propre salon. Non, messieurs, ce n'est pas le cessez, c'est le retrait. Mais quand même, c'est le retrait que nous attendons. Il suffit que la France dise aujourd'hui à Paul Kagame de retirer ses troupes. Nous allons enrôler. L'enrôlement sera fini dans 1 mois. Et nous irons aux élections qui sont prévues pour décembre 2023. Et nous voulons aller aux élections. Nous savons le faire parce que c'est ce que nous voulons. Nous avons voulu la démocratie. Mais au Rwanda, on ne fait pas des élections. Là, on ne pourra rien dire. Mais il y a l'aide humanitaire qui arrive. L'aide humanitaire. À titre personnel, si c'était l'aide humanitaire, moi, je l'aurais refusé. Mais le président Tshisekedi, moi, je l'aurais... L'aide humanitaire, le président Tshisekedi a conditionné cette aide. Il dit, oui, nous sommes d'accord pour l'aide, mais il faudrait que ces gens, les bénéficiaires de cette aide, rentrent chez eux et vous amenez l'aide chez eux et pour qu'ils en bénéficient. Ce n'est pas important que les gens ont déjà quitté leur milieu d'origine et puis vous amenez de l'aide pendant qu'ils en souffrent et dans leur village, ils sont toujours occupés par les Rwandais. Le président avait tout à fait raison. Parce que c'est une l'aide qu'il veut l'amener à Goma. Le M23 peut continuer à avancer, nos populations fuient. Ils viennent à Goma, on leur amène l'aide à Goma. Le M23 et le Rwanda peuvent continuer à avancer, prendre Saké, prendre tout le Massissi. Et il y aura un déplacement massif des populations qui viennent, on leur amène. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Vous voulez nos populations doivent rentrer chez elles. Ils doivent rentrer à Bunagana. Que les marionnettes, les M23 et les Rwandais, qu'ils rentrent chez eux. Mais si ce n'est que cette aide-là, vous soutenez le Rwanda et vous voulez amener cette aide, moi je l'aurais refusé. Et c'est bien que le président a posé des conditions. Nous n'avons pas besoin de cette aide-là. Professeur, oui. Soyons réalistes et pragmatiques. Oui. À quand la rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda? Bon, vous voyez, la décision de rupture, c'est de l'exécutif. C'est l'exécutif. Le président de la République essaie de voir tous les moyens. Et il l'a déjà dit. S'il s'avère qu'on devrait aller en guerre,
s'il s'avère, je ne dis pas qu'on va aller en guerre, s'il s'avère qu'on devra déclarer la guerre, si on y est contraint, j'espère qu'on ne sera pas contraint, on y arrivera. Mais pendant ce temps, nous donnons la chance à la paix. Vous voyez un peu ce que signifie la guerre. Ce ne serait pas seulement Bunagana, mais c'est demander à nos compatriotes qui sont au Vira qui sont en face de l'Ouganda de traverser. Alors c'est de demander à ceux qui sont en Goma, tuez-nous comme vous voulez, nous traversons, nous entrons à Tiangungu et aux autres. Et c'est sorcier de le faire? Ce serait terrible. Et c'est possible. Mais nous n'allons pas être contraints à cela. Je crois que Paul Kagame a compris, il est en train de comprendre, parce que sur le plan international, je venais de New York. Je venais de New York, lorsque le rapport des experts a été présenté, il est établi maintenant, noir sur blanc, que le Rwanda nous agresse, il n'y a plus. Pas de subterfuge. Et ce qui est grave, c'est que quand on évoque ce fait devant le président Macron parce qu'on parle de lui, il ne sait même pas reconnaître cela. Et revenons à la France des droits de l'homme, mais en droit international. Et la France a produit des grands internationalistes. Je pense ici au professeur Charles Rousseau, un grand internationaliste français. Mais l'acte du Rwanda, mais c'est une violation du droit international. C'est le droit international qui est en train d'être violé. Qu'est-ce que vous attendez pour les sanctions? Oh, alors nous allons sanctionner. Pourquoi vous ne sanctionnez pas le Rwanda? Parce que le Rwanda, je l'ai dit, c'est un État voyou. Un État voyou, c'est le cas en termes simples. C'est un État qui viole les règles élémentaires du droit international. Vous persistez dans cette logique de toujours continuer à qualifier le Rwanda comme étant un État voyou. Voilà. Un État qui viole les principes élémentaires du droit international, on va l'appeler comment? Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses, l'intellectuel africain. Je crois que l'intellectuel africain doit être en mesure il devient la voix des sans-voix. Il devient la voix de son peuple. Ce n'est pas parce qu'on me donne certains d'entre nous ont eu des problèmes. Moi, heureusement, en France, on ne m'a pas en Afrique du Sud, on ne m'a pas demandé de changer de nationalité pour devenir professeur d'université ou professeur extraordinaire. Mais en France, le titre que moi j'ai ailleurs, on m'aurait demandé de changer de nationalité pour accéder, devenir professeur dans une université, changer de nationalité. Non. L'intellectuel, l'universitaire africain ne peut plus être un garçon des courses de puissance occidentale. Parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils nous financent les travaux de nos recherches. Non. L'intellectuel africain, c'est un peu dans le sens de Kizerbo et des autres. Il doit savoir défendre. Il doit être l'expression des aspirations de son peuple. Quel que soit. Sinon, à quoi sert l'intellect? Donc, nous devons l'intellectuel africain, au lieu de flatter, il ne doit pas devenir un flatteur. Et ça, et le président Félix Tshisekedi a su le démontrer. Monsieur le Président, félicitations pour cette attitude. Et ça nous a redonné la dignité. Il faudra aller de l'avant. Désormais, on sait que quand le président français parle, il n'y a pas quelqu'un pour se taire ou en train de prendre des notes. Non. Vous devez également parler et lui doit prendre des notes. Quelles notes il devait prendre? Que le droit international est violé par le Rwanda. Que vous avez failli. Que nous sommes agressés. Et qu'est-ce que le droit international dit en matière d'agression? Que nous voulons, pour nous, il n'y a pas que le cessez-le-feu. Nous avons besoin de rétablir l'intégrité de notre espace territorial, de notre territoire. Nous ne pouvons pas perdre un seul centimètre carré. Mais ça prend beaucoup de temps, professeur. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps depuis que le Rwanda occupe Bunagana en complicité avec le M23. Il n'y a que des localités qui passent entre les mains de l'ennemi. Alors, on doit continuer à pleurer? On ne doit pas continuer à pleurer. C'est pourquoi nous disons ceci. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un budget d'1 milliard de dollars environ. Nous n'avons pas besoin à nos généraux. Nous n'avons pas besoin de cette politique de repli stratégique. Repli stratégique par rapport à quoi? Vous avez reçu les moyens. Donnez les moyens aux militaires qui sont sur le terrain pour défendre le territoire national. Quel repli stratégique? On vous attaque, mais vous répliquez. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Et puis si vous n'êtes pas capable de défendre le pays là où vous êtes, mais quittez l'Est. On peut vous affecter à Mbandaka ou bien à Chikapa ou ailleurs. Nous n'allons pas garder les mêmes hommes impuissants de défendre le territoire national. Monsieur le directeur, des gens sont morts, les Lumumba là sont morts. Et quand je parle aux jeunes, je dis Lumumba avec quel âge? 35 ans. Très jeune. Très jeune, il est mort à 35 ans.
Et le Seigneur Jésus, lui, est parti à 33 ans. Il y a des jeunes qui sont vieux, des peureux et des froussards. Quand est-ce qu'on fait l'histoire? On fait l'histoire à cet âge, et c'est même un peu tard. Il faut récupérer. La jeunesse, on doit se battre. Pas de repli stratégique. Vous avez les moyens, foncez et avancez. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Et cette assemblée, je crois, la rentrée parlementaire, je parle toujours à titre personnel. La rentrée parlementaire, c'est le 15. Je crois que les députés nationaux seront très regardants là-dessus. Plus repli stratégique. Une petite voiture de M23 de Rwandais est entrée, vous fuyez pour aller où? Alors que vous avez les moyens. Et cette manie de détourner, si on détourne les biens de l'armée, si on détourne les vivres, si on détourne les munitions qui sont destinées à nos forces armées, cette Assemblée nationale qui reprend le 15 mars sera vraiment très regardante et il n'aura pas de cadeaux à faire. Est-ce qu'il n'y a pas de traîtres? Parce qu'ici, c'est la nation qui est en danger. Il n'y a pas de traîtres? Les traîtres, on doit les démasquer. On doit les démasquer où qu'ils se trouvent. Et malheureusement aussi, nous avons des traîtres. Nous avons des complices. Mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer pour qu'on voit au grand jour. Parce qu'ici, c'est la patrie en danger. Nous n'avons que ce pays. Nous n'avons que ce pays et certains d'entre nous avancent en âge. L'histoire retiendra de nous quoi lorsque nous serons partis directeurs? Que pendant toute une vie, on aura été des lâches. Chacun fera la comptabilité. Vous allez entrer au paradis aux lâches. Le paradis n'est pas fait pour des lâches. Il est fait pour des gens qui se combattent. Et cette génération doit donner la fierté au peuple congolais. Je reprends pour l'armée parce que vous avez évoqué. Nous n'allons pas de repli stratégique en repli stratégique. Très bien. S'il faut mourir sur le terrain, il faut mourir sur le terrain. Très bien. Mais la France avait ces gendarmes d'arc qui étaient brûlés vifs. Ah, ils sont restés aujourd'hui. Ils sont restés immortels. Oui. Oui. Ils sont restés immortels. Oui. Et notre vie, dans tous les cas, que vous mouriez à 100 ou à 100, vous finirez par passer. Professeur, on tend vers la fin. Il faut entrer dans l'histoire, on tend vers la fin. On tend vers la fin de l'émission. Oui. Je voudrais que vous placiez quand même un mot sur la descente du président français en visite officielle, mais il descend dans un quartier de Kinshasa. Je parle bien de la commune de Bandalungwa. Et c'était encore la nuit. Bon, pour moi, c'était un non-événement. Je ferai la même chose à Paris. C'est quand même insolite. Bon, il peut y aller, c'est déjà insolite qu'il arrive à 23h. Et pour quelqu'un qui rentre à 2h du matin, et le bar, c'est la nuit. Alors, vous comprenez que c'est toujours la nuit. Et avec une bouteille, en train de siroter. Oui, mais vous comprenez, c'est la nuit. Tout est possible la nuit. Parce qu'il sait qu'à 6h du matin, il sera parti. Donc, et puis on fait des selfies, on fait ceci, cela. Non, il faut quand même se respecter. Hein. Il faut se respecter. Il est allé, il est jeune. est plus jeune que moi dans tous les cas. Que moi aussi. Ah, que vous aussi, il est plus jeune. Oui. Il n'a pas eu ce temps. Mais monsieur Macron, si vous en voulez davantage, dites au Rwanda de se retirer, dites au M23 de se retirer, mais vous pouvez venir à Bandal chaque soir. Vous prenez un avion. Hein? Il n'y aura pas... Non, la journée. La journée, vous pouvez venir à Bandal la journée. Oui, la journée, le soir. Dites seulement à Kagame, stop, on en a marre. Dites au M23, retirez ces gens. J'ai besoin d'aller à Kinshasa pendant le jour. Pendant le jour, vous serez le bienvenu. Professeur, un mot de la fin. Bon, pas de mot de la fin, mais pour clôturer cette émission. Pour clôturer cette émission, bon, oui. D'abord vous remercier, vous féliciter. La couverture était fantastique. C'est un peu comme vous l'avez fait lorsque le pape est venu. Merci. On a pu sentir que nous avons une presse. Merci. Et même quand on pose des questions, même quand vous commentez vous-même, merci. On sent qu'il y a un accent nouveau, un ton nouveau de la presse. Et ce n'est pas parce que vous l'avez dit que le ministre de l'Information va prendre une mesure. Non, vous avez posé telle question. Non. Le ministre qui le ferait, mais nous l'interpellerions au Parlement. À l'Assemblée nationale. Il ne le fera pas. Je connais bien Patrick Mouyaya avec son nouveau narratif. Oui. Il ne le fera pas. Oui, donc c'était bien fait, mais ce qui est regrettable, c'est que la France-Afrique n'est pas finie dans les gestes, ni dans les actes. Vous avez senti la tonalité. Il a manqué, pour nous, je suis contre. Il y a des gens qui ont dit que c'était satisfaisant. Pour moi, ce n'était pas satisfaisant. On attendait qu'il dénonce le Rwanda. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je vais vous applaudir pourquoi. Mais il est venu au moins le côté positif. Il a entendu ce que nous voulions lui dire. Le message est passé. Le message est passé. Merci. Il est venu la nuit, il est rentré la nuit. Merci. Et nous devons comprendre une chose. Personne d'autre ne va nous développer. Personne d'autre. On peut amener 1000 entrepreneurs. Mais nous avons des entrepreneurs. Où sont les entrepreneurs congolais? Où sont les entrepreneurs africains qui profitent aussi du lithium et tout ça? Non.
Nous sommes les premiers responsables de notre destin. Personne d'autre ne va nous développer. C'est Kizerbo qui disait on ne développe pas mais on se développe. La libération, libérer le territoire national, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la MONUSCO. On n'en a pas même plus assez. Où est passée la MONUSCO, hein? Où est-elle passée? Nous sommes les premiers responsables. Nous devons nous organiser, nos forces de défense et de sécurité, les infiltrés, les traîtres parmi nous doivent être dénoncés. Mais je suis sûr d'une chose, je suis optimiste. Ce pays, nous allons nous mettre debout. Ce pays est condamné à la grandeur. Nous devons bâtir au cours de l'Afrique une nation puissante et prospère. C'est bien, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous avons voté, nous posons les jalons de ce Congo grand, merveilleux, au cœur du continent africain. Il faut quitter cette étape de périphérie. Il faut quitter la périphérie pour devenir le centre. Merci, c'est la grande leçon de cette émission. Professeur Mbata, comme d'habitude d'ailleurs, hein, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand merci à toute l'équipe technique de la RTNC, chapeautée par Patrick Kachala, qui avait à ses côtés, comment il s'appelle, Maxime Androugua. Et merci également à Gilio Mpiana. Et grand merci à Robert Ndaye qui a supervisé cette émission. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci.